Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle session de la Société médicale Arnaud de Sanck. Le webinaire de ce soir abordera l'utilisation des nouvelles technologies en urologie avec les interventions des docteurs Dalmas et Ortega. Et je passe tout de suite la parole au docteur Dalmas. Je vais commencer juste à vous présenter. Bonsoir, merci pour votre invitation. Nous serons donc ce soir deux orateurs. Je vais vous parler d'urétéroscopie souple numérique associée à l'utilisation du laser thulium pulsé. Et Jean-Claude Ortega vous parlera ensuite de la cystectomie robotique avec la RAC, la réhabilitation améliorée après la chirurgie. Pour une première diapositive d'introduction, nous avons à l'Institut un parc de 4 urétéroscopes numériques avec un laser de dernière technologie, ce qui nous permet d'avoir une performance et une utilisation courante très importante. Vous savez que la chirurgie urologique est en évolution permanente au niveau technologique. Et donc, nous utilisons de multiples sources laser, dont nous reparlerons par la suite. Donc, les premières sources laser, c'était des lasers holmium-YAG. Plus récemment, utilisation de laser thulium. Nous bénéficions de la miniaturisation des instruments endoscopiques, ce qui permet d'avoir moins de traumatisme des voies urinaires, et nous faisons en sorte de faire de la chirurgie ambulatoire le plus souvent, d'autant plus en cette période de crise sanitaire. C'est un mode d'hospitalisation qu'il faut essayer de privilégier dans la mesure du possible et raisonnablement. Alors, concernant l'état des lieux au niveau des calculs des voies urinaires, vous voyez que la prévalence est très importante. Il y a entre 5 et 10% de la population française et européenne qui a un calcul rénal ou urétéral. Ce qui va engendrer 10% de manifestations cliniques par an. Ce sont les fameuses coliques néphrétiques qui sont très douloureuses, qui peuvent être très douloureuses et donc qui peuvent nécessiter une hospitalisation par le service des urgences ou une prise en charge par les urgentistes sans avoir forcément une hospitalisation. Cette pathologie est une pathologie récidivante dans la plupart des cas, et vous voyez qu'il y a plus d'hommes que de femmes, et donc un maximum à l'âge adulte. Les calculs les plus fréquemment rencontrés sont des calculs d'oxalate de calcium. Alors, il y a des différents types d'oxalate de calcium, du mono ou du dihydraté. Le plus souvent, on retrouve une prédisposition familiale avec une association à des facteurs environnementaux, notamment des défauts et des erreurs d'alimentation ou la faible boisson. Et certains patients peuvent avoir des maladies un peu plus métaboliques, sanguines, avec des hypercalciuries, hyperoxaluries. Mais souvent, ce sont des patients qui ne boivent pas suffisamment. Donc, on conseille, bien sûr, pour éviter la récidive, la diurèse en abondance. Voilà, par exemple, un aspect de calcul d'oxalate de calcium. Vous voyez que ce calcul est plutôt plat et arrondi, simplement pour vous donner quelques images. Alors que d'autres calculs peuvent avoir un aspect beaucoup plus spiculé. C'est toujours surprenant d'extraire ces calculs et éventuellement de les donner aux patients pour analyse.
Contrairement au calcul d'oxalate de calcium, la deuxième catégorie de calculs qui existe, ce sont les calculs d'acide urique, souvent chez les patients en surpoids, avec un syndrome métabolique, c'est-à-dire une obésité, un diabète, une hypercholestérolémie, qui sont des facteurs favorisants de ces calculs d'acide urique. Quelles sont les possibilités thérapeutiques de traitement des calculs des voies urinaires et des calculs notamment rénaux? On va surveiller les plus petits calculs de manière à voir leur évolution. Et donc, à moins de 5 mm, on peut tout à fait faire une surveillance par échographie ou par scanner. On sait pertinemment que ces calculs vont évoluer vers l'augmentation de volume et donc devront être traités à terme. Donc, les différents moyens thérapeutiques sont la lithotricie extracorporelle, la fameuse baignoire qui existe depuis les années 1980. Alors, rassurez-vous, la baignoire n'existe plus. De nouveaux procédés sont apparus. La deuxième possibilité, c'est la chirurgie percutanée, c'est-à-dire un accès à travers la peau vers le rein. Là aussi, vous voyez que ça date des années 80. Ce qui nous intéressera ce soir, ce sera donc la chirurgie endoscopique rétrograde, c'est-à-dire qu'on va passer par la voie vésicale et urétrale pour accéder au rein, avec deux types d'appareils. Le premier type, c'est un urétéroscope semi-rigide, mais en fait qui est rigide et qui existe lui aussi depuis une quarantaine d'années, et l'urétéroscopie souple qui s'est développée depuis, elle, une vingtaine d'années. Moi, je suis installé depuis une vingtaine d'années ici à l'Institut Arnaud de Sanck. J'ai vu mes premières urétéroscopies souples dans mon centre de formation sur Marseille. Et c'était à l'époque quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très courant et on utilise ça dans la vie quotidienne. La quatrième possibilité de traitement, c'est la chirurgie par incision ou par célioscopie, éventuellement célioscopie avec le robot chirurgical. C'est devenu à l'heure actuelle quand même exceptionnel. Les recommandations de nos sociétés savantes, et notamment de l'Association européenne d'urologie, nous dit que pour les calculs de moins de 2 cm rénaux, on va utiliser préférentiellement la lithotricie extracorporelle ou l'urétéroscopie, que l'on peut utiliser la néphrolithotomie percutanée pour les calculs de plus gros volume, donc supérieurs à 2 cm. Malgré tout, si ces calculs de plus de 2 cm ne sont pas accessibles à la néphrolithotomie percutanée, on va pouvoir là aussi utiliser l'urétéroscopie flexible, éventuellement en faisant plusieurs séances. Et pour les calculs du bas du rein, on pourrait faire soit là aussi de l'urétéroscopie souple ou de la percutanée. Donc voilà les recommandations de nos sociétés. Et vous voyez bien qu'on ne traitera pas de la même manière un petit calcul rénal qui mesure quelques millimètres, qui sera plutôt enclin à être traité par lithotricie extracorporelle. Donc voilà une des machines qu'on peut utiliser. La patiente est allongée et on a un générateur d'ondes de choc qui se trouve sous le rein, avec un repérage par radioscopie et par échographie en temps réel, et qui va permettre, dans la mesure du possible, de faire fragmenter ce calcul, pour favoriser une élimination par les voies naturelles. A contrario, ce volumineux calcul rénal du rein gauche que l'on voit ici sur cette radiographie d'abdomen sans préparation, qui lui va prendre la totalité des cavités rénales et qui doit mesurer 7 ou 8 cm de haut en bas. Lui, on ne fera pas de la lithotricie extracorporelle, mais on ira plus volontiers vers une néphrolithotomie percutanée, c'est-à-dire sous anesthésie, un accès centimétrique avec une gaine d'accès
dans laquelle on va passer un néphroscope qui va venir accéder au calcul et les fragmenter avec le système laser, dont on parlera ensuite. Voilà ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'urétéroscopie, tout d'abord semi-rigide. Donc vous voyez cet endoscope qui mesure d'une part à l'autre une quarantaine de centimètres et avec lequel, grâce à une source de lumière et différents outils, on va pouvoir accéder soit à l'urétère, soit aux cavités rénales. Voilà le schéma des cavités rénales. Donc, vous reconnaissez la vessie, l'urétère, puis les reins, et donc on va traiter les calculs intrarénaux. Et vous comprenez aisément que l'accès intrarénal, et notamment dans les cavités rénales, avec un endoscope qui est rigide, ben c'est impossible ou malaisé. Et donc, d'où l'utilisation, donc pour cette anatomie un petit peu tortueuse. Donc, pour accéder au niveau des cavités rénales, on va utiliser d'autres appareils, et notamment des urétéroscopes flexibles. L'urétéroscopie à l'Institut Arnaud de Sanck, c'est à peu près 400 procédures sur une année. Donc, c'est une part importante de notre activité. C'est le plus souvent une chirurgie qui se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que l'on sort le jour de l'intervention. Cette chirurgie ambulatoire, elle est identique à la chirurgie d'hospitalisation classique, mais l'organisation est spécifique. Donc, on doit être certain que le patient n'habite pas trop loin de l'institut, qu'il n'est pas seul chez lui le soir, qu'il a quelques recommandations pour savoir ce qu'il faut faire en cas de complications. Et donc, sous cette réserve, la majorité de ces interventions peuvent se faire en ambulatoire. Bien évidemment, il faudra vérifier la stérilité des urines avant de débuter ce traitement. L'urétéroscopie flexible, donc deuxième possibilité d'accès aux cavités rénales. Donc, le début, c'est dans les années 2000. Et vous voyez que ces endoscopes sont très fins, puisque nous utilisons à l'heure actuelle des endoscopes qui mesurent 8,5 charrières, en sachant que le charrière, c'est une unité utilisée en neurologie, et en fait, un charrière, c'est un tiers de millimètre. Donc, vous voyez que ces endoscopes font quelques millimètres de diamètre, et ils ont une flexibilité distale, un béquillage qui est très important, on va le voir par la suite. Dans cet urétéroscope souple, il y a un canal opérateur qui, lui, mesure, donc, vous voyez, à peu près 2 mm, et dans lequel on va pouvoir introduire soit une fibre laser, soit un panier qui permet de récupérer les fragments de calcul. Donc, ceci va nous permettre d'avoir un accès au rein et au fond caliciel avec un traitement laser. Évidemment, cet urétéroscope flexible devient très concurrentiel de la lithotricie externe, avec, dans les dernières années, on voit une courbe qui s'inverse sur les cas les procédures réalisées. On a de plus en plus d'urétéroscopies flexibles qui sont réalisées et de moins en moins de lithotricie externe. La contrepartie de ce matériel performant, c'est sa fragilité et le coût élevé à la fois à l'achat et à l'entretien. Voilà un exemple d'urétéroscope numérique. Donc vous reconnaissez ici l'urétéroscope lui-même avec le câblage pour aller vers le processeur numérique. Et vous voyez ici la longueur de l'urétéroscope lui-même avec le système de béquillage qui va se trouver à l'extrémité. Et vous voyez que là, tout ça, c'est tout monobloc. On aura un traçage et une image numérique. Voilà ici la partie béquillable qui peut aller jusqu'à 270 degrés, avec donc un processeur qui se trouve, lui, être à l'extrémité de l'endoscope.
Tout ceci succède à l'urétéroscope à fibre optique, dans lequel étaient insérées des fibres latérales avec toujours un canal opérateur. Donc ça, c'était les premiers endoscopes flexibles qui datent d'il y a quelques années, mais qui sont encore utilisés dans certains centres. Donc avec, vous voyez, un système de béquillage, un optique sur lequel on insérait une caméra, et voilà le canal d'opération dans lequel on va pouvoir insérer la fibre laser. Donc, ce canal opérateur qui est très très petit, dans lequel va passer à la fois du liquide d'irrigation pour pouvoir visualiser les cavités, et soit une fibre laser, soit un panier pour récupérer les petits fragments de calcul. Donc voilà toute une panoplie d'urétéroscopes souples qui sont ou optiques, fibrés. Vous voyez, alors il y a tout plein de fabricants de ces urétéroscopes. Et voilà les dernières nouveautés qui sont des urétéroscopes numériques. Et donc, effectivement, vous voyez le nombre aussi de fabricants et le marché qui existe. Quelles sont les indications de l'urétéroscopie? On va pouvoir traiter principalement des calculs dont on vient de parler, mais on peut traiter aussi des rétrécissements, donc des sténoses, parce que avec le laser, on peut couper tous les tissus. On peut faire des diagnostics, on peut surveiller ou traiter des tumeurs intrarénales, et non pas des tumeurs rénales elles-mêmes, mais des tumeurs des voies urinaires. Et on peut faire des diagnostics chez les patients qui ont des hématuries ou des douleurs chroniques. La technique de l'urétéroscopie souple, il nous faut un matériel de radioscopie, de fluoroscopie, parce qu'on fait en temps réel un repérage radioscopique. On utilise un guide de sécurité et souvent un dilatateur et une gaine d'accès urétéral. Bien sûr, donc notre vidéo-endoscope dont on vient de parler. On utilise du produit de contraste pour repérer les voies urinaires. Nous avons la nécessité d'avoir une irrigation interne avec un système de pression qui permet de dilater le rein pour voir l'intérieur. Et bien sûr, le système laser dont on va parler par la suite, qui va nous permettre de faire la lithotricie, donc la fragmentation des calculs. Vous reconnaissez ici la vessie, avec le méa urétéral gauche dans lequel va être introduit un petit fil ici qui va remonter jusqu'au niveau du rein. Et ce fil, c'est le guide de repérage qui va nous permettre de ne pas perdre notre route en cas de difficulté. Et donc, à côté de ce fil de repérage, on va faire passer, ici, c'est la gaine d'accès urétéral qui va rentrer jusqu'au niveau du rein. Et dans cette gaine d'accès urétéral, on va faire passer notre endoscope. Donc, vous voyez qu'il y a toute une procédure à suivre, mais qui est finalement, au bout du compte, très répétitive quand on est habitué. Donc, le repérage radioscopique se fait en temps réel. Et vous reconnaissez ici les cavités rénales, et donc l'endoscope flexible qui vient inspecter le calice inférieur sur ces différentes images, avec éventuellement ici, vous voyez, en négatif, la possibilité d'avoir un calcul de l'intérieur du calice moyen, rénal gauche. Et donc, la particularité de ces endoscopes, c'est la flexibilité qui nous permet d'avoir un accès à des zones que l'on ne pouvait pas avant explorer. Donc j'ai connu, moi, les premières possibilités d'avoir un urétéroscope qui arrivait ici, dans le rein, mais on ne pouvait pas avoir de flexion. Donc c'était relativement frustrant de se dire, on est là, le calcul est dans le calice inférieur et on ne peut pas y accéder. Et donc on repartait en laissant ce calcul en place et éventuellement en faisant une lithotricie externe. Et donc, ces appareils nous ont ouvert la voie au traitement de la quasi-totalité des calculs rénaux. Et vous voyez que dans cet urétéroscope flexible, on peut aussi mettre une petite pince, parce que si on a une suspicion ou une tumeur rénale, des voies urinaires, on peut la biopsier dans le méthode opératoire. Donc, de nouvelles technologies qui permettent de nouveaux diagnostics. Et bien évidemment, si on arrive à accéder au calcul, le but c'est de le fragmenter.
Et vous voyez l'image que l'on peut avoir pendant l'intervention où la fibre laser qui est ici va venir au contact du calcul permettre la fragmentation. Donc la fragmentation, c'est avoir des petits fragments qui vont permettre d'avoir un accès soit à un petit système de panier qui vont permettre d'enlever les fragments, ou si les fragments sont jugés suffisamment petits, on peut les laisser pour qu'ils s'évacuent spontanément. Donc voilà les techniques de fragmentation de calcul sur ce schéma. Alors on dit assez classiquement qu'il faut débuter par la partie centrale pour aller ensuite faire certains débris pour les extraire. Donc la fragmentation endocorporelle nécessite l'utilisation de lasers. Deux lasers principaux qui existent pour cette fragmentation. Le premier, c'est le laser holmium, YAG, avec des travaux, vous voyez, depuis les années 1990 et l'utilisation depuis les années 90, avec une longueur d'onde de 2100 nanomètres, qui va l'énergie va être absorbée dans l'eau, et donc ceci, ça va nous donner une précision, et il va y avoir peu de pénétration dans les tissus. Alors ça, c'est intéressant d'avoir peu de pénétration parce que on sait que on aura peu de dégâts collatéraux sur les tissus entourant le calcul. Donc ça, c'est les premières possibilités de laser. Et donc, ces lasers vont avoir un double effet. L'énergie qui va être transmise à l'extrémité de la fibre laser va créer un effet photothermique avec une bulle de vaporisation de l'eau et donc qui va transmettre l'énergie laser au niveau du calcul qui va le fragmenter. Et il va y avoir ensuite une bulle de cavitation qui va être créée également et qui va donner donc une deuxième onde de choc. Et tout ceci va permettre la fragmentation. Dans la majorité des cas, il est rare qu'un calcul ne puisse pas être fragmenté par ces lasers. Les limites de ce premier laser holmium étaient initialement le volume de la machine elle-même, le bruit généré par la machine et la nécessité d'un refroidissement de la fibre laser pour avoir une énergie importante et donc un gros volume. Donc, alors voilà, donc l'utilisation aussi du laser holmium et du laser thulium également, dont je vais vous parler ensuite, avec cet effet Moses, c'est-à-dire que lorsque l'onde de choc est propagée entre la fibre laser et le calcul, il va y avoir comme une ouverture de la zone de liquide qui va permettre une démultiplication de la fragmentation et qui va diminuer la rétropulsion du calcul. Parce que nous, ce qu'on veut éviter, c'est que quand on tire sur le calcul, il ait tendance à partir. Donc, c'est un effet qui est utilisé depuis quelques années. Donc, les limites de ce type de laser, holmium, ce sont les limitations dans la flexibilité de l'endoscope, parce que lorsque l'on introduit la fibre laser dans l'endoscope, on perd un petit peu de flexibilité. Si on n'est pas attentif, on peut fragmenter, on peut même détruire tout ce qui passe devant le laser. Donc on peut couper les guides, on peut couper les sondes à panier, on peut blesser l'urothélium alentour. Et donc, comme on le disait, effectivement, il y a ce volume de la machine et le bruit qu'elle génère et un refroidissement important, nécessitant aussi un appareillage électrique particulier. Donc voilà l'évolution des lasers médicaux. Vous voyez que dans les années 80, on avait des machines énormes qui pesaient plusieurs centaines de kilos. Dans les années 90, c'était plutôt une valise et on voit que certains lasers sont devenus des lasers de tout petit volume à l'heure actuelle. Donc une évolution des lasers et une nouvelle énergie utilisée, donc notamment le laser que nous utilisons à l'Institut, donc qui est le laser de la société Olympus qui s'appelle Soltive.
voyez que alors lui, alors là on n'a pas vraiment la dimension, mais il doit mesurer, je ne sais pas, une quarantaine de centimètres sur sa hauteur et peut-être 60 ou 80 sur la profondeur. Donc il est beaucoup plus petit. Il a une longueur d'onde qui est légèrement différente, mais il absorbe très bien il a une longueur d'onde proche de l'absorption de l'eau. Il a des possibilités d'utilisation à haute fréquence et basse énergie, ce qui permet d'avoir une fragmentation, semble-t-il, plus rapide et de générer des plus petits fragments de calcul. D'où l'intérêt peut-être d'avoir moins d'extraction de calcul à réaliser, ce qui est toujours intéressant. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un refroidissement spécifique et donc il est à la fois moins bruyant et moins encombrant. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, par exemple, un fragment de calcul avec lequel, qui va pouvoir être extrait par une sonde à panier. Donc on va insérer cette sonde à panier dans l'urétéroscope et on va attraper le calcul pour le faire sortir dans la gaine d'accès urétéral. Voilà l'urétéroscope avec la flexion possible, la flexibilité et la gaine à panier qui peut attraper les fragments de calcul. Vous connaissez tous la sonde double J urétérale et tous ceux qui en ont eu une s'en souviennent en général. Donc ça, c'est un système de drainage temporaire que l'on insère à la fin de l'intervention qui va être enroulé dans le bassinet et qui va descendre dans l'urétère pour être enroulé aussi dans la vessie et qui va générer un drainage temporaire et permanent. Temporaire, c'est-à-dire on va le laisser quelques jours, mais c'est un écoulement permanent parce que la sonde elle-même, elle est multiperforée. Alors, particularité, voire même exception, certains patients ont une duplicité, c'est-à-dire qu'ils ont 2 uretères et 2 reins. Et donc, vous voyez que parfois, on peut être amené à positionner 2 sondes de double J sur le même individu dans un même temps. Les succès de l'urétéroscopie, ils sont importants parce qu'on estime qu'on a entre 60 et 90% de patients qui n'ont pas de fragments résiduels après les procédures. Mais bien évidemment, il faut parfois utiliser plusieurs procédures pour avoir ce type d'efficacité. Complications éventuelles, mais qui sont rares, et je pense que le 1 à 10% que je vous ai noté ici, c'est quelque chose d'ancien. Et donc, les perforations de l'urétère sont le plus souvent très fines et nécessitent d'avoir une sonde double J. Mais ça devient exceptionnel qu'on soit amené à arrêter une procédure pour une perforation urétérale. Exceptionnellement, si on n'est pas très précautionneux, on pourrait avoir une avulsion urétérale, c'est-à-dire qu'on pourrait arracher l'urétère en même temps qu'on enlève un calcul, ce qui est quand même devenu exceptionnel à l'heure actuelle. Et là aussi, on a toute une procédure à respecter pour ne jamais en arriver là. Et si jamais on en arrivait là, on a aussi une procédure pour faire une réparation chirurgicale immédiate. Ce qui est plus fréquent, ce sont les douleurs qui entourent l'urétéroscopie. Donc, nécessité de prendre des médicaments anti-inflammatoires ou antalgiques et également fréquemment des infections urinaires fébriles, surtout si la procédure dure plus d'1 heure. Et donc, on essaie en général de se limiter à 1 heure de procédure, quitte à revenir une fois supplémentaire. À distance, il peut y avoir des rétrécissements dans l'urétère lui-même, justement parce qu'on est resté trop longtemps ou parce qu'on a forcé. Et éventuellement des douleurs de reflux urétéral entre la vessie et le rein. Les limites de cette urétéroscopie souple rétrograde, donc vous voyez là aussi des possibilités de blesser tout ce qui est aux alentours, hein, les instruments, les guides, l'urothélium, la flexibilité qui diminue quand on a une sonde à l'intérieur, et évidemment les mouvements du rein du patient qui respire, en sachant qu'à l'heure actuelle, nos anesthésistes sont capables de limiter ces mouvements dans la période critique de l'intervention.
Et bien évidemment, la limite aussi, c'est la fragilité du matériel et le prix de revient, parce qu'il est possible d'avoir de multiples pannes sur ce type d'endoscope. Justement, pour essayer de pallier à ce type de problème, apparaissent depuis quelques années des appareils flexibles, jetables. C'est-à-dire qu'on va les utiliser une fois et on va les jeter. Ils sont à usage unique. Alors, je vous ai mis ici un des appareils qui existent sur le marché. Alors, il y a une évolution permanente de ce type d'appareil avec une grande frénésie de la part des constructeurs. Alors, c'est un concept un peu différent puisque il faut avoir une bonne coopération avec notre service de pharmacie pour avoir de la gestion des stocks, pour avoir de la disponibilité. Mais évidemment, c'est très simple parce que on prend l'appareil qui est sous forme stérile, on le branche, on l'utilise, et en fin de procédure, il n'y a pas de désinfection, il n'y a aucune procédure à utiliser autre que l'utilisation et la destruction. Donc c'est assez intéressant. Alors, que pourrait-on dire si on devait faire une comparaison entre les urétéroscopes, donc souples, numériques, à usage unique ou réutilisables? Alors, une étude qui a été réalisée au CHU de Marseille et qui montre que finalement, il y a… alors, le coût d'une procédure sur un urétéroscope réutilisable, on pourrait la chiffrer à 315 € par acte si on prend la décontamination de l'urétéroscope réutilisable, la désinfection, l'achat, la maintenance et le paiement des réparations, alors que l'urétéroscope à usage unique, lui, engendrerait un surcoût à l'heure actuelle de 300 € par procédure. Alors rassurez-vous, le GHS qui est inscrit ici, c'est un GHS hospitalier, hein, ce n'est pas un GHS de clinique privée. Et donc, tout ceci dépend effectivement du volume d'intervention, d'utilisation de ces appareils, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance à l'utilisation du développement de l'usage unique. Donc, pour comparer de nouveau ces deux appareils, il semblerait que le réutilisable soit en moyenne réparé toutes les 27 procédures. Et bien évidemment, le problème, c'est c'est pas le problème, mais c'est la nécessité de la stérilisation. Alors qui n'est pas, ces appareils-là ne sont pas autoclavables. Donc, soit ils sont décontaminés dans l'acide peracétique, ou ici à l'Institut, ils sont traités au stérade. L'usage unique, le problème pour l'instant, c'est le coût à l'achat, en sachant que ces prix d'achat sont en train de baisser. Et évidemment, si on l'utilise une fois et on le jette, il n'y a aucun risque d'avoir une contamination, une infection croisée avec une bactérie de notre patient. Alors, il y a de grandes discussions aussi sur l'impact au niveau de l'environnement de l'utilisation de ces deux types de procédures. Finalement, est-ce que c'est plus impactant pour l'environnement d'avoir un appareil que l'on utilise une fois et que l'on jette, ou est-ce que c'est plus impactant d'avoir un appareil que l'on va utiliser des dizaines de fois, mais pour lequel il va y avoir des procédures de stérilisation, l'utilisation de matériaux divers et variés. Pour l'instant, c'est encore, on n'est pas dans la certitude. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces urétéroscopes à usage unique se développent. Et vous voyez qu'on a maintenant des urétéroscopes qui mesurent 7 charrières de millimètres, donc ça fait 3 mm de diamètre, avec des visions de plus en plus nettes et très, très intéressantes. Nous utilisons ici, donc à l'Institut, uniquement des urétéroscopes numériques. Nous n'avons pas d'urétéroscope fibré, nous n'en avons plus. Et donc, nous avons 4 appareils réutilisables
que nous utilisons bien sûr de manière préférentielle. Et depuis peu, nous avons mis en place aussi la possibilité d'utiliser des urétéroscopes à usage unique en cas de dépannage si nous manquons des urétéroscopes réutilisables ou si on part sur une procédure longue qui pourrait éventuellement endommager l'appareil réutilisable. Au total, tout ceci fait partie de notre pratique quotidienne. On voit bien que nous bénéficions du développement de la technologie, que ces développements sont incessants et ils ont même une tendance à s'accélérer. Et bien sûr, on essaie de privilégier la chirurgie ambulatoire pour ces manœuvres. Et voilà. Voilà, je vous remercie. Vous essayez de répondre aux questions. Alors, donc, je vois donc quelques questions auxquelles je vais tenter de répondre. Alors, une question. Alors, les sondes souples vous permettent-elles de détruire ou extraire l'intégralité des calculs ou parfois est-ce nécessaire de compléter avec d'autres soins? Alors, en fait, si le laser nous permet d'avoir des tout petits fragments, on pourra ne pas les extraire. Donc, ça sera vaporisé par le laser. Si nous jugeons que ça ne sera pas éliminé spontanément, à ce moment-là, donc, on utilise les sondes à panier pour extraire les fragments. On estime qu'il faut que les fragments soient à moins de 0,2 mm pour ne pas être extraits. Vous voyez qu'il faut vraiment du tout petit fragment pour ne pas les extraire. Une deuxième question, les appareils jetables ont-ils les mêmes performances que les appareils traditionnels? La réponse, c'est oui, en sachant qu'on a quand même encore une petite différence dans le traitement de l'image et donc dans la qualité de ce que l'on peut voir pendant l'intervention. Mais malgré tout, il y a une forte amélioration sur les 2-3 appareils qu'on a pu utiliser. Et je pense que très rapidement, ça va être équivalent. Voilà. Je vois qu'il y a peut-être une nouvelle question qui arrive éventuellement. Voilà, en tout cas, moi, pour vous donner donc mon sentiment sur l'évolution de cette activité, de ces procédures chirurgicales, c'est qu'on est passé de balbutiement il y a une dizaine d'années quand on a mis en place ce type d'intervention au niveau de l'Institut, entre 10 et 15 ans. Et maintenant, ce sont de la technologie de routine et que l'on utilise tous les jours. C'est devenu banal. Une question. Si, c'est là. Alors, une question de Monique. Les calculs d'acide urique et d'oxalate de calcium sont-ils égaux devant le laser? Alors, certains calculs d'oxalate de calcium sont beaucoup moins fragmentables par le laser, mais finalement, avec l'énergie qu'on peut délivrer, il n'y a aucun calcul qui puisse nous résister. Le calcul d'acide urique est plus friable et plus facilement fragmenté. Est-ce qu'on peut traiter un syndrome de la jonction? Oui. La réponse, c'est oui. On peut traiter un syndrome de la jonction avec le rétéroscope et le système laser parce qu'on peut couper les tissus. Et ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, alors, quelle est la proportion? À l'heure actuelle, je pense qu'on est sur du quasiment 0% d'utilisation du laser pour traiter un syndrome de jonction et quasiment 100% pour la chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire la chirurgie cœlioscopique avec l'utilisation du robot chirurgical. Parce que le syndrome de jonction traité au laser, on n'a pas la même qualité de traitement et je ne pense pas qu'on puisse offrir
aux patients le même taux de succès si on le fait par laser à l'heure actuelle. Donc, on réserve cette technique éventuellement au deuxième traitement, après un traitement chirurgical initial qui n'aurait pas été couronné de succès. Mais pour l'instant, c'est la chirurgie robotique qui traite les syndromes de jonction. Une question du docteur Durlacher. Est-ce qu'on peut récupérer les fragments pour les faire analyser? Oui, absolument. Dès que possible, on récupère ces fragments pour analyse. Et ce qui intéresse beaucoup nos collègues néphrologues pour avoir une idée de la cause de fabrication des calculs, des lithiases. Et est-ce que c'est toujours utile? Alors, pour un même patient, on le fait une seule fois, parce que le plus souvent, le même patient fabrique en fait toujours le même type de calcul. Et donc, une fois qu'on l'a fait pour un patient, c'est fini. On ne le refait plus. Voilà. Mais oui, c'est très utile. Voilà, merci beaucoup. Je vais donner la parole au docteur Ortega pour la deuxième partie. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler d'une technologie qui peut être un peu moins innovante aujourd'hui, mais qui reste d'actualité et qui a vraiment été disruptive dans l'évolution technologique, c'est la robotique. Aujourd'hui, alors, parler de pourquoi on fait de la robotique et pourquoi vous parlez de la cystectomie, qui est une intervention plutôt compliquée, même en chirurgie ouverte. Je vais vous expliquer pourquoi, vous donner quelques généralités, voir quelques résultats de la littérature et surtout, comme a fait Philippe, voir ce qu'on fait ici à l'Institut. Je pense que c'est ce qui peut être intéressant. Alors, pourquoi faire de la robotique en cystectomie, la chirurgie de la vessie? On le faisait et on l'a fait pour la prostate, pour le rein, et on a vu qu'il y avait une avancée incontestable. Et donc, les plus téméraires se sont lancés dans cette chirurgie. On verra un petit peu les bénéfices par ailleurs. Alors, quelques mots sur le cancer de vessie. Vous avez, il y a 13 000 cas. Ça, ce sont les chiffres 2018, 13 000 cas par an de cancer avec plus de 5 300 décès. Le traitement standard de la tumeur TVNIM, tumeur de vessie envahissant le muscle, le traitement standard aujourd'hui, c'est la chirurgie cystectomie précédée d'une chimiothérapie qui est dite néoadjuvante. Certains font de la chimiothérapie périopératoire en post-opératoire, mais le standard, c'est plutôt chimiothérapie première, puis cystoprostatectomie. Et bien entendu, une fois qu'on a enlevé le réservoir vésical, on va voir, il va falloir reconstruire la continuité urinaire. La survie globale de cette chirurgie à 5 ans reste toujours limitée depuis les années 50, entre 50 et 60%, et on verra que si des progrès il doit y avoir dans cette survie, il viendra probablement des traitements médicaux et notamment de l'immunothérapie. Quand on regarde PubMed, vous voyez qu'il y a plus de 1300 références, donc c'est quelque chose qui est assez discuté. Et une date, 2006, où on a commencé donc à essayer de s'intéresser aux résultats de la chirurgie robotique dans tous les domaines, en tout cas en urologie, que ce soit pour la prostate, les reins et la vessie. Et donc un consortium s'est créé, multi-institutionnel et international, pour essayer d'étayer les résultats et voir si effectivement il était intéressant de continuer ou de faire de la robotique par rapport à la chirurgie traditionnelle, que ce soit la prostate, le rein et ce soir, ce qui nous intéresse, la vessie. Alors là, c'est juste un historique. La première cystectomie avait été réalisée, vous voyez, en 1887 par un Allemand. Et en fait, je vous ai simplement cité quelques noms dont vous pouvez entendre parler si vous lisez un petit peu la littérature. Au niveau anatomie, c'est Frey Marshall et Whitmore qui ont décrit les premiers, donc l'anatomie, l'anatomopathologie des tumeurs de vessie. Concernant la continuité urinaire, des éléments importants, Bricker, vous voyez, ça date des années 50 et on continue à parler de Bricker aujourd'hui, donc c'est une intervention plutôt simple. Et plus c'est simple, on verra, et plus ça marche. Et aujourd'hui, on continue à faire de ce type de dérivation. Je vais citer les Français, Cocorico, effectivement, Camé, Couvler et Cus, qui ont mis au point la néovessie, notamment en Camé, qui est le réservoir vésical qui permet de rétablir la continuité urinaire en conservant le schéma corporel. Quelques urologues pour les connaisseurs, et si vous devez retenir des noms, il y a Gill, l'américain, Menon aussi, qui ont commencé la chirurgie immuno-invasive dans les années 2000, et Peter Winklund, qui est un Suédois et qui est maintenant au MSK à New York et qui est celui qui a
vraiment lancé la chirurgie et la technique de reconstruction endocorporelle de la néovessie qui, vous verrez, est le bénéfice de cette technique. Alors, les données affûs sur la chirurgie, enfin sur la cystectomie. Donc, vous voyez qu'il n'y a que 4300 cystectomies réalisées par an en France, donc c'est pas énorme. Depuis peu, il y a un repérage, il y a un code PMSI qui va permettre de différencier la chirurgie ouverte de la chirurgie robotique pour essayer de faire un état des lieux. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de chirurgies robotiques sont faites en cours de cystectomie. Si je vous donne ce tableau, vous voyez qu'en fait, la répartition des cystectomies en France, elle est plutôt étalée. Vous voyez, il y a 56 centres français qui ont répondu à l'enquête qui font plus de 20 cystectomies par an. Et la majorité des centres, 231, vous voyez, font entre 5 et 19 cystectomies par an. Donc, ça veut dire que certains centres en font très peu, puis d'autres sont peut-être un peu plus hauts. Et le bascule au-delà de 20, vous voyez, ça reste quand même un cercle qui est limité. La chimiothérapie, comme je vais parler, de plus en plus de centres font de la chimiothérapie. On en voit qu'on fait plus de 9, maintenant il y a plus de 9% par an de centres qui se mettent à proposer une chimiothérapie néoadjuvante. Certains centres restent rotors, mais c'est quelque chose qui est encore débattu. Pour cela, il faut que les patients soient fit, comme on dit, il faut qu'ils aient une clairance, une fonction rénale acceptable pour pouvoir supporter la chimiothérapie qui est à base de cisplatine, de sel de platine. Les dérivations, une fois qu'on a enlevé la vessie, il faut bien entendu rétablir la continuité. Et dans l'enquête qui avait été menée par l'AFU, on voit qu'il y a 20% de dérivations dites atypiques, soit des urétérostomies cutanées essentiellement, des dérivations continentes, les autres étant restantes de leucophée et autres dérivations anciennes ne sont plus usitées. Le bricaire est le gold standard entre guillemets, puisque 2/3 des dérivations se font par cette dérivation transiléale non détubulisée, et l'entérocystoplastie, qui permet de conserver l'intégrité corporelle et physique, en fait, représente qu'un petit tiers et ça prédomine plutôt chez l'homme que chez la femme. Quand on fait cette chirurgie, vous verrez que c'est une chirurgie comme la chirurgie ouverte, ce sont les mêmes étapes, elle s'associe donc à un geste d'exentération, mais aussi à un curage pelvien. Et dans ce curage pelvien, on retrouve encore 20% de patients qui sont N+, c'est-à-dire qui ont une tumeur qui est sortie de la vessie. Donc la cystectomie robotique, elle reprend même les mêmes axes que la chirurgie ouverte. Ça consiste à faire une cystectomie, une cystoprostatectomie chez l'homme en enlevant la prostate. On fait un curage et ensuite on va rétablir la continuité, soit en faisant une entérocystoplastie, soit en dérivant les urines par une dérivation externe qu'on appelle un bricaire. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, les temps sont équivalents à la chirurgie ouverte. On n'a pas modifié les choses, on respecte les mêmes règles. On fait aussi un curage qui est dit étendu. Alors, ça, c'est pour les urologues, mais en fait, quand on fait un curage étendu, on va monter jusqu'à la bifurcation iliaque, et ce qui permet d'avoir, dans cette situation-là, la présence de ganglions métastatiques dans 20% des cas. L'intérêt de la chirurgie robotique dans cette chirurgie qui est quand même complexe, c'est la réalisation en endocorporel d'une néovessie détubulisée sphérique. Et tout le bénéfice de cette chirurgie est là. Donc la question qui était posée et sur laquelle on s'interroge, c'est effectivement est-ce qu'il y a un bénéfice de faire une chirurgie longue et difficile par voie robotique? Eh ben, il semblerait peut-être qu'il y a certains bénéfices. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que finalement, dans les types de dérivation, en fait, ce qui est important, c'est de faire une technique simple. Il faut faire le plus simple possible. Chacun a un peu sa technique quant à la néovessie, l'entérocystoplastie. Mais la finalité des choses, c'est que la technique soit simple finalement à réaliser. Il y a quelques spécificités techniques liées à la robotique, notamment l'accrochage premier lorsqu'on va réaliser cette néovessie, de l'anse à l'urètre. Ça, on verra, ça c'est des questions techniques qu'il faudra ensuite regarder. Voilà ce dont je vous ai parlé, la dérivation bricaire. Alors ça, c'était à l'époque. Ce sont des schémas qui concernent la même chirurgie, mais quand la chirurgie était ouverte, mais c'est le même principe. Bricaire, si on prend un bout d'intestin non détubulé, on branche les urtères à l'intérieur et on branche l'extrémité à la peau, c'est la fameuse poche urinaire.
Le camé dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, camé 2, parce qu'au départ, il prenait une anse, il a une anse qui, comme pour le briquet, non détubulisée. Il s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'hyperpression. Et aujourd'hui, le principe reste le même, alors qu'il a créé ça en 58. Il faut créer une vessie dont la capacité, une néo-vessie dont la capacité au départ est entre 100 et 200 millilitres, détubulisée pour diminuer l'hyperpression et pour pouvoir réimplanter les uretères dans une vessie non à hyperpression. Et les autres schémas, là aussi, dérivent du temps, où ça continue à être pratiqué, bien entendu, de la chirurgie ouverte, où vous voyez, on fait des entérocystoplasties en Z, en S, ou ici, Studer, on va réimplanter les uretères en les décroisant dans l'anse intégrale. Tout ça, ça reste vrai, mais c'est essentiellement vrai pour la chirurgie ouverte. Donc, on est passé à la chirurgie robotique, il a fallu un petit peu adapter les choses. Et pour ça que je vous dis que c'était simple. Alors, quand on s'intéresse aux résultats dans la littérature, est-ce qu'il était intéressant et est-ce que la chirurgie robotique faisait aussi bien, moins bien que la chirurgie ouverte? Quand on regarde les chiffres, là, ce sont les chiffres du consortium international. On se rend compte finalement que les chiffres donnés par cette étude sont comparables tout à fait à la chirurgie ouverte avec des taux de complications équivalentes. Et vous voyez, 51% de complications, mais essentiellement des complications de bas grade. Il y a néanmoins 23%, alors vous verrez tout à l'heure le tableau de classification clavien, où 3 et 4 sont quand même des complications graves, ce qui veut dire que la robotique n'empêche pas la complication grave. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec un robot qu'on ne peut pas avoir de complications graves. Et enfin, on retrouve, comme dans la chirurgie ouverte, des lésions localement avancées, des PT3, des atteintes ganglionnaires et des marges positives. Et c'est ça qui fait le pronostic de la chirurgie. C'est cette atteinte-là, c'est cette anatomopathologie-là, le stade avancé, la présence d'atteinte ganglionnaire, et la présence de marges qui fait le résultat carcinologique de cette chirurgie comparable à la voie ouverte. Là, c'est le même groupe, le consortium international, qui s'est intéressé aux récidives, aux évolutions tumorales de la maladie. Donc, sur plus de 2000 patients, ils en ont trouvé un quart, 500 patients, où sur un suivi de 26 mois, voilà, ils ont retrouvé qu'il y avait comparable, là aussi, je ne vous ai pas mis les chiffres de la chirurgie ouverte, mais c'est comparable, une récidive locale dans 11% des cas, une évolution métastatique dans 18% des cas, et une mortalité à 3 mois dans 4%, qui est la mortalité globale de la chirurgie vésicale, cystectomie ouverte. Et comme je vous le disais, quand on regarde la survie à 5 ans, la survie globale reste de 60%. Vous voyez, on n'a pas vraiment progressé depuis les années 50. Et cette survie globale dépend, carcinologique, dépend de l'atteinte ganglionnaire et du stade des patients. Et là, ce n'est pas le geste local qui va impacter sur cette survie, mais c'est plutôt le traitement médical qu'on pourra faire associé à cette chirurgie. Autre étude intéressante, c'est une étude cette fois-ci française, elle est intéressante sur le nombre et sur le résultat, là aussi. Alors, vous voyez, il y a 72 patients. Il compare 55 patients en chirurgie ouverte et 17 patients en robotique. C'est une étude sur 7 ans qui est rétrospective et multicentre. Concernant les résultats carcinologiques, pareil, il confirme que ceux-ci sont comparables à la chirurgie ouverte et qu'elles dépendent bien entendu du statut ganglionnaire et des marges. Concernant la morbidité de ces patients, alors peut-être qu'elle est un peu les résultats fonctionnels sont un peu améliorés, probablement induits par les patients, induits par la RAC qui a été introduit pour ces patients. Et en fait, dans les résultats, on voit qu'effectivement, le fait de faire une entérocystoplastie intracorporelle était bénéfique pour le patient. On retrouvait donc dans le groupe de patients robotiques moins de transfusions avec une durée de séjour qui était plus courte, moins d'iléus. En revanche, ils trouvaient dans leur étude plus d'éventration, peut-être au niveau de l'incision par laquelle on va sortir la pièce opératoire, et des sténoses anastomotiques entre les uretères et la néovessie. Alors, techniquement, comme ce geste chirurgical, l'implantation des uretères dans la vessie se fait en fin de procédure, peut-être que compte tenu des longueurs de procédure, ça peut peut-être expliquer cela. Alors, ce qui paraît intéressant, c'était peut-être de parler de l'expérience de l'IAT. Donc, j'ai pris depuis 2017, l'année où je suis arrivé ici, jusqu'à 21, mais il fallait arrêter une date. Et donc, c'est rétrospective, monocentrique, c'est l'intérêt.
Et je me suis servi des sources DIM données par Dr Boutman. Donc 84 cystectomies, vous voyez, l'étude précédente c'était 72. Nous on a 84 cystectomies avec un ratio toujours en faveur de l'homme. Et on a réalisé 46 cystectomies par voie ouverte, 37 par voie robotique et une cellio, ça reste anecdotique dans le contexte. Concernant après la robotique, vous voyez, le rétablissement de continuité urinaire, on le verra tout à l'heure, c'est 9 entérocystoplasties, 27 bricaires, donc le bricaire reste malgré tout majoritaire, et 2 urétérostomies. Ici, donc sur les diagrammes, ici, on voit effectivement que la voie ouverte reste encore prédominante sur ces dernières années, puisqu'il y a 55% de patients qui sont faits par voie ouverte, et avec majorité, ça c'est toutes les 84 cystectomies, majorité de dérivations type bricaire et des entérocystoplasties qui représentent un peu moins de 20%, l'urétérostomie cutanée restant anecdotique dans le contexte. Alors, ce qui est intéressant de voir sur ces diagrammes, en fait, c'est que le nombre de cystectomies, vous voyez, de 2017 à 2021, il n'a fait que croître finalement. Et pour tutoyer un petit peu les sommets, rappelez-vous tout à l'heure, dans les chiffres que je vous ai donnés, il y a 231 centres qui font entre 5 et 19 cystectomies par an. Et on peut considérer qu'ici, à l'IAT, finalement, on est plutôt dans le haut du panier, voire même basculant parfois dans le cercle fermé des 56 centres qui font plus de 20 cystectomies par an. Et ce qui est intéressant de voir, même si ça reste majoritaire dans la globalité, on voit que la voie ouverte est en train petit à petit de décliner, même si elle reste toujours d'actualité, et que la voie robotique, parallèlement, a pris le pas sur la voie ouverte. Quand on regarde spécifiquement l'approche robotique, vous voyez que donc le nombre d'approches robotiques augmente avec le temps, avec les années, et pareil, on garde la même répartition avec un nombre de dérivations type bricaire qui prédomine, mais des entérocystoplasties qui représentent finalement près d'un quart des dérivations urinaires. Donc on rétablit la continuité en conservant le schéma corporel, en faisant des néovessies orthotopique endocorporelle, qui est quand même une sacrée aventure. Ici, alors, vous voyez que c'est une chirurgie qui est quand même un peu compliquée, dont les temps d'intervention, quand on regarde la littérature, ça va de 300 à 420 minutes. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement long. Mais, in fine, c'est peut-être pas pour rien, puisque quand on regarde de manière globale la DMS, alors je me suis intéressé à la DMS, entre 2017 et 2021, en global, toutes les cystectomies, vous voyez qu'on est passé de plus de 25 jours à aujourd'hui 16 jours de DMS. Et quand on regarde la dichotomie entre ouvert et robotique, quel que soit le type de dérivation, on voit qu'il y a un delta qui est quand même appréciable, puisqu'on passe de 20 à 16 jours. Alors, est-ce qu'on peut optimiser un petit peu cette approche ? Et c'est un peu la suite du propos où j'ai voulu vous parler un peu de l'expérience que j'ai, moi, à l'IAT. Alors, c'est un peu focalisé sur mon expérience, parce que c'est compliqué peut-être que tout le monde participe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est peut-être notable. C'est l'optimisation de la prise en charge du patient, et ça, c'est quelque chose qui est manifestement aujourd'hui devenu incontournable, quelle que soit la chirurgie robotique, prostatique et rénale. Et donc, il y a 3 piliers. Il y a le patient, l'anesthésiste et le chirurgien. Le patient, aujourd'hui, tous les patients dont je vais vous parler, tous les patients, en fait, ont une préparation périopératoire. Et il faut que le patient arrive au meilleur de sa forme. Alors, on ne veut pas en faire des athlètes, mais on veut qu'ils arrivent au meilleur de leur forme. Et pour cela, on leur explique qu'il faut qu'ils changent leurs habitudes, qu'ils se mettent à avoir une activité physique, qu'ils changent leur alimentation, qu'ils aient le meilleur équilibre au niveau de leurs médicaments, qu'ils arrêtent bien entendu de fumer, quoique certains continuent à fumer, puisque le premier facteur de risque de la tumeur de vessie, c'est le tabac, donc on a affaire à une population souvent qui est morbide. Donc en fait, il faut considérer quand même que c'est un long parcours, parce qu'avant d'arriver à la chirurgie, le patient a d'abord eu la résection de vessie, puis il a eu la chimiothérapie néoadjuvante, s'il est fit pour avoir ce type d'approche, et enfin, il arrive à la chirurgie. Donc il y a un long parcours, et aujourd'hui, donc il y a cette préparation du patient qui est essentielle en amont pour que les choses se passent le mieux possible par la suite. Donc, et j'ai développé avec l'infirmière d'urologie la préparation, ce qu'on appelle l'hyperpréparation du patient, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer le patient avant l'intervention pour lui expliquer, c'est vrai aussi ça pour
pour les prostatectomies radicales, pour essayer de diminuer le durée de séjour, c'est pour que le patient adhère totalement à son intervention. Donc, elle va lui montrer le fonctionnement des poches, le type de dérivation qu'il va avoir, le type de sonde qu'il peut éventuellement avoir. Et donc, tout ça, ça permet au patient d'appréhender un petit peu les choses et pas de tomber dans l'inconnu. Parce que quand vous faites une cystectomie à un patient qui est une intervention lourde et qu'ensuite, vous lui proposez une dérivation, qu'elle soit externe avec une poche ou qu'elle soit une entérocystoplastie, ça change quand même la vie des patients. Donc, si on peut, avant, les préparer à la fois physiquement, mais psychologiquement à la chose, c'est quand même mieux. Et puis, aussi, on peut parfois, et c'est ce que je fais sur ces derniers patients, le retour patient. C'est-à-dire que je leur propose, s'ils sont d'accord, de rencontrer des patients qui ont déjà eu ce type d'intervention et de discuter avec eux. Moi, je les introduis, mais je ne reste pas dans la discussion. Je réponds éventuellement après leurs questions. Et ça leur permet là aussi d'avoir une petite idée avant des choses. Et cette préparation fait que le patient semble arriver à l'intervention peut-être plus serein. L'anesthésiste, c'est le second pilier et on est obligé de passer par eux, mais ils sont essentiels car la qualité d'anesthésie est importante parce que c'est une intervention longue, comme je vous ai dit, hein, c'est de 300 minutes à 420 dans la littérature, donc il faut compter 5 heures en gros, mais donc c'est une anesthésie longue, il faut que le patient tolère cette anesthésie, il est en position de train de Limbourg sur la table, donc la tête en bas, et tout ça impose certaines choses. Alors, il y a certains trucs, certains principes à avoir. Et j'ai la chance de travailler, c'est pour ça que je fais un binôme, chaque chirurgien a son binôme d'anesthésie. Et donc, c'est une discussion qu'il faut avoir avec ces anesthésistes, mais je pense que chacun fait un peu va dans la même sens. Hein. Ils font de la pro sans savoir, un peu comme ce Jourdain. Donc, il faut faire une anesthésie sans morphinique, utiliser des corticoïdes. Il faut s'intéresser à la profondeur du sommeil. C'est un élément important et l'expérience que j'ai moi ici avec mon binôme, c'est que beaucoup de patients ont un réveil quasiment sur table, ce qui veut dire qu'ils ne restent pas longtemps ensuite en salle de réveil, intubés et ventilés. Ça, c'est quelque chose d'important. L'expérience ici aussi que j'ai développée, c'est qu'aucun patient n'est mis ensuite en service de réanimation. Il va en salle, à l'étage, normal, avec une surveillance post-opératoire, mais il n'est pas en réanimation. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Alors, c'est du systématique, mais bien entendu, s'il y a besoin, on adapte à la situation. On n'est pas non plus, comment dire, on gère les patients comme il faut. Et il faut qu'ils gèrent effectivement la douleur et les vomissements en post-opératoire pour que le patient effectivement puisse récupérer facilement. Pas de sonde gastrique, ça c'est effectivement c'est quelque chose qui est aujourd'hui quelque chose de répandu. Pas de sonde gastrique post-opératoire pour récupérer là aussi un transit et éviter les traumatismes gastriques. Et enfin, le chirurgien, bien sûr, le chirurgien, il faut qu'il soit en forme le jour d'intervention, mais il faut qu'il soit rompu à la chirurgie robotique. Mais il y a quelques trucs qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit, et c'est ce que l'on fait avec mon anesthésiste, et en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Donc, moi, je travaille à basse pression, c'est-à-dire quand on va insuffler le patient, la pression d'insufflation du CO2, on essaye de la mettre le plus bas possible, inférieure à 10 en tout cas, et entre 7 et 8. Cette diminution de pression a un impact majeur au niveau de la vascularisation des mésos et fait que l'iléus post-opératoire est probablement moins important. On ne met pas de drainage post-opératoire, ça n'a pas d'agression externe. Je mets des sondes double J à l'intérieur, donc il n'y a pas de sondes qui sortent à l'extérieur du patient, en dehors de la sonde urinaire pour l'entérocystoplastie ou pour le briquaire. Les sondes sortent à l'extérieur, mais ça, c'est normal. Et on fait une infiltration, mais ça, je crois que c'est standard, au niveau des incisions des parois pour avoir une indolence post-opératoire qui permet de diminuer la consommation d'antalgiques post-opératoire. L'intérêt de la robotique, c'est l'intérêt de la robotique est essentiel dans la création, donc dans cette néo-vessie orthotopique, c'est-à-dire qu'on va la mettre en place et lieu de l'ancienne vessie et en la faisant par voie endocorporelle sans ouvrir le patient. Et le traumatisme est moindre. C'est compliqué, c'est un peu long, mais le bénéfice, in fine, pour le patient semble être au rendez-vous. L'intérêt de cette chirurgie, donc on fait ça et on va le soir essayer de faire une mobilisation précoce et on réalimente de manière très précocement le patient. Le soir même, on commence, puisqu'il n'y a pas de sonde gastrique, on commence à lui donner à boire, c'est bien réveillé, et le chewing-gum, ce n'est pas anecdotique, on donne du chewing-gum au patient parce que ça va stimuler le transit. Et sur les résultats,
force est de constater que une fois que vous avez bien préparé votre patient, que vous avez l'anesthésiste qui a fait la bonne anesthésie et que vous avez, vous, fait une chirurgie que vous pensez être efficace, mais surtout avec ces petits trucs-là pour essayer de diminuer encore l'agression de l'abord mini-invasif que représente la robotique, eh bien, on voit que finalement, comme dans les autres séries de la série précédente, on a un nombre de transfusions qui est en baisse, qui est diminué ou quasiment pas de transfusions et qu'on atteint des durées de séjour qui sont vraiment très basses. Ici, on voit que ce soit en open ou en robotique, que les patients aient eu ou pas une chimiothérapie néoadjuvante, on voit que la DMS est basse. On le verra tout à l'heure sur les chiffres. Et donc, on a une DMS, effectivement, aujourd'hui, qui est tout à fait acceptable dans ce type de chirurgie plutôt lourde. Les problèmes que j'ai retirés, alors ça, c'est bien entendu, c'est son expérience. C'était plus facile à gérer sur les complications et le suivi. Les problèmes étaient essentiellement des problèmes infectieux post-op parce que cette chirurgie, bien entendu, on va faire ce qu'on appelle une exentération. On va enlever une masse tumorale vésicale, donc on enlève la vessie, puis ensuite on va reconstruire une vessie avec de l'intestin, on va ouvrir l'intestin, on va l'ouvrir, et là il peut y avoir effectivement des problèmes infectieux qui se réalisent. C'est pour ça qu'on a des fièvres, essentiellement ce sont des fièvres, et souvent ce que peut avoir, notamment pour les entérocystoplasties, puisqu'on va reconstruire la vessie, c'est des problèmes de mucus, et ça oblige là donc à mettre un drainage, une sonde vésicale un peu de bon calibre, et on fait des petits lavages post-opératoires pour éviter l'obstruction de cette sonde. Voilà, donc ce dont je vous parlais, le trépied, le patient, il faut qu'il arrive au meilleur de sa forme. Alors, on ne demande pas qu'ils deviennent des athlètes, mais moi, je l'ai fait, après leur chimiothérapie, leur chimiothérapie néoadjuvante, ils ont une préparation d'1 mois, je les opère pas 1 mois, je leur laisse 1 mois pour récupérer de la chimiothérapie, donc je leur conseille de faire de l'activité. L'activité la plus facile, alors des fois, il y a des patients sportifs, déjà qui font du vélo, de la natation, mais l'activité la plus facile pour les patients, c'est probablement la marche. Alors, c'est une marche à un rythme soutenu, ils se mettent un challenge pendant 1 mois, marcher tous les jours un peu plus vite et puis un peu plus longtemps. Alors, si on pourrait aussi avoir une démarche originale à faire participer les kinés, mais je fais de la RAC, un peu de la RAC du pauvre, c'est moi qui oblige les patients à faire, c'est l'infirmière d'hyperpréparation qui les briefe, mais il n'y a pas un parcours forcément qui est officialisé, mais en tout cas, ça ressemble à de la RAC. Au point de vue alimentaire, ça aussi c'est important, je leur demande d'arrêter tout apport d'alcool, de cigarettes, de manger des fruits, légumes et puis de la viande blanche, enfin bref, qu'ils aient d'arrêter les plats trop riches, enfin il ne faut pas qu'ils aient, et éventuellement de perdre un peu de poids. La nutrition est essentielle là aussi. Et on leur donne de manière systématique, soit ouverte par voie, ce sont des protéines, oral impact, une semaine avant pour favoriser la cicatrisation des tissus. Et la consultation avec cette infirmière d'hyperpréparation qui travaille avec nous là maintenant depuis un petit moment, qui s'occupe aussi des dérivations et qui s'occupe des stomies. Et là, je pense que c'est un apport important. L'anesthésie dont je vous parlais, donc les principes de la RAC, pas de morphinique, des corticoïdes, le réveil précoce, pas de réa, et la perfusion en paire opératoire est important parce qu'il ne faut pas remplir les malades de manière intense et importante pour ne pas distendre les mésos. Et enfin, la chirurgie elle-même avec le travail à basse pression, pas de drainage, l'infiltration des parois, ça résume ce que je vous ai dit précédemment. Alors, concernant la néovessie, la reconstruction de la vessie, c'est la chose la plus intéressante, bien sûr. Comme je vous ai dit, il faut faire au plus simple. Chacun a un peu sa technique. Moi, je fais ce qu'on appelle une néovessie en cœur. Alors, j'ai rien inventé, d'autres collègues en France font ça. C'est quelque chose qui est plutôt simple et qui marche plutôt pas mal. Et donc, il faut faire ce qu'on sait faire et que ce soit le plus simple possible. Et ce qui permet, dans la pratique, de récupérer une alimentation rapide à J0, comme je vous l'ai dit, et de mobiliser rapidement le patient. Ça aussi, c'est pour le patient, mais pour l'établissement, c'est intéressant. Et pour les tâches, pour la surveillance à l'étage, c'est aussi intéressant puisque les infirmières ont une surveillance plutôt simplifiée. D'abord, le patient n'est pas en réa. Elles ont qu'une sonde vésicale à surveiller. Et finalement, ça devient quelque chose de plus facile à faire. La chirurgie étant elle aussi standardisée, je vous ai dit un mot aussi, standardisé, ça veut dire qu'on fait toujours la même chose et qu'on essaye de travailler avec les mêmes instruments. Finalement, on travaille avec 3 instruments, quelles que soient les procédures, et ça, c'est quelque chose de régulier. À la différence des autres, de la prostatectomie ou de la chirurgie rénale, on utilise en sus effectivement une pince automatique à agrafage automatique utilisée en digestif pour faire le prélèvement de l'anse et rétablir la continuité digestive.
Enfin, je ne vous dirai pas un mot du coût, mais on sait bien que le coût, aujourd'hui, une cystectomie robot, finalement, lorsque l'on collige l'ensemble de ces paramètres et que l'on a une DMS qui, comme vous le voyez ici, alors là, c'était les patients en chirurgie ouverte. Alors, vous voyez, c'est le même principe, hein, la préparation préopératoire, la préparation d'activité. On voit que cette DMS, même en chirurgie ouverte, diminue de manière importante. Et là, c'est la DMS en robotique. Lorsqu'il y a une petite pique comme ça, c'est effectivement des patients qui ont fait un petit souci post-opératoire. Ici, par exemple, celui-ci, surveillance post-opératoire importante, on l'a gardé un peu plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'en post-opératoire, à J2, il a bouché sa sonde vésicale, il a fait une douleur. Qu'est-ce que le premier réflexe? On a appelé un médecin de garde, on lui a donné de la morphine, alors qu'en fait, s'ils avaient appelé chirurgien, on aurait fait un lavage de vessie et puis on aurait débouché la sonde et puis il n'y aurait pas eu cette petite fistule qui a justifié un traitement par voie percutanée, mais qui a retardé un petit peu l'hospitalisation. Le patient va très bien et il a récupéré à distance. Et celui-ci, en fait, il a fait une occlusion post-opératoire à minima. En fait, il a une anse qui est venue, une anse grêle qui est venue s'imbriquer dans l'orifice de sortie de son briquaire. Voilà. Et donc, il a fallu le reprendre par voie célioscopique et puis il a fait ensuite des suites simples. Alors, vous voyez, quand on regarde les DMS, alors ça intéresse, je pense, notre directeur quand même, les durées de séjour, parce que moins on est long et mieux c'est quand même, et à la fois pour les patients. Bien entendu, le bénéfice est avant tout pour le patient, hein. Le directeur, je plaisante, mais c'est évidemment pour le patient. Vous voyez que les cystectomies, tout confondu, c'est cette moyenne 7 jours. Quand on regarde les voies robotiques ou open, on voit que la voie robotique, quand même, fait mieux en durée de séjour, et c'est ce qu'on retrouvait dans l'étude précédente faite par les collègues parisiens. Vous avez une delta de 5 jours. Et ici, quand on regarde la DMS, que ce soit en robotique, que ce soit pour la reconstruction ou pour la dérivation simple, on a une DMS quasi équivalente qui est aux alentours de 11 jours. Donc, entre les DMS initiales et aujourd'hui, vous voyez qu'on a des DMS totalement acceptables et que même si ça reste une intervention qui est compliquée, on arrive quand même à sortir des DMS tout à fait acceptables pour l'établissement et pour la pratique de la robotique. Alors, les complications, vous voyez, c'est d'endoclavien, c'est le tabou, c'est la classification internationale. C'est essentiellement des grades 1, 2, et on a 20% de grade 3, c'est les patients dont je vous ai parlé. Ce qu'on peut dire, c'est que la chimiothérapie n'a pas été impactante pas été délétère. Quand on dit non impactante, c'est pas délétère sur les patients qui ont une chimiothérapie et non chimiothérapie. Alors, je n'ai pas mis, vous n'avez pas vu, sur la première diapo, une des premières diapos, en fait, dans notre centre, il y a 44%, référence de notre oncologue avec lequel on travaille, qui m'a donné les chiffres. Je lui ai demandé de savoir qui faisait chimiothérapie ou pas première. Et donc, j'ai calculé, il m'a calculé 44%, ce qui est pas mal, de patients qui ont une chimiothérapie néoadjuvante. Donc, ça veut dire après la résection, mais avant la chirurgie vésicale. Dans cette approche-là, dans ces mini-séries de patients, il n'y a pas de mortalité post-opératoire. Les échecs thérapeutiques, ce qui veut dire qu'il y a 3 patients qui ont progressé de par leur maladie tumorale après cette chirurgie. Ce sont des chiffres comparables un petit peu à la littérature. Et donc, un patient qui a fait une fistule urinaire, traitement conservateur, c'est celui-ci. Une occlusion, c'est celui-ci. Et le problème, essentiellement, c'était tout bête, un mucus qui peut être un peu obstructif et qui donne des sondes qui se bouchent et un peu de fièvre. Donc ça, il faut le gérer en post-opératoire. Alors, les patients... ils sortent en moyenne, vous voyez, 10 jours. Celui qui est sorti le plus tôt de la série est sorti à J5 avec sa sonde. Donc J5, après une cystectomie, un remplacement, le patient était jeune, c'est un patient jeune, mais finalement, les choses sont très bien passées. Donc, vous voyez qu'une intervention lourde peut être quand même gérée. Et là, c'est tout l'intérêt de la préparation préopératoire avec la préparation du patient, l'anesthésie qu'il a eue et la chirurgie qui a été réalisée. Voici les complications. Et nos patients sont essentiellement dans ce type de complications, finalement, pas très importantes. Alors voilà, la cystectomie ou cystocystectomie robot ou open. L'open, bien entendu, garde aujourd'hui toute sa place. On ne sait pas quelle est la proportion exacte de chirurgie robotique, mais de toute façon, elle repose sur les mêmes bases. Et aujourd'hui, beaucoup de centres continuent à faire la chirurgie ouverte avec d'excellents résultats. Donc, il ne s'agit pas de dire la chirurgie ouverte, c'est pas bien, la chirurgie robot, c'est bien. Pas du tout. Les deux peuvent être équivalentes.
Mais je pense que le temps passant, ça sera comme probablement pour la prostate. On basculera, et pour les reins en chirurgie, et pour les procédures partielles, on basculera petit à petit, c'est peut-être générationnel, vers la robotique. Quoi qu'il en soit, les résultats aujourd'hui oncologiques restent équivalents. Ils dépendent essentiellement du statut des ganglions, des marges et du stade de la maladie. La survie globale, la survie sans récidive, là aussi, bien sûr, sont équivalentes. La qualité de vie à distance, aujourd'hui, il n'y a pas de bénéfice à la voie robotique par rapport à la voie ouverte. Le bénéfice, en fait, de cette chirurgie robotique qui est un petit peu plus compliquée peut-être que la chirurgie ouverte, un petit peu plus longue en moyenne, mais le bénéfice, il est probablement dans le post-op immédiat où il y a moins de transfusion, où il y a moins de douleur, où il y a un iléus moins long, donc les patients peuvent sortir plus vite. On a une durée donc de séjour qui est plus courte, et l'intérêt de l'approche robotique qui est effectivement dans la réalisation de cette néovessie par voie endocorporelle. Si on retient les désagréments initiaux, c'est effectivement peut-être un peu plus d'éventration, mais là aussi, je pense qu'avec le temps, les choses probablement s'amélioreront. Quant aux sténoses anastomotiques, c'est la même chose. Comme c'est le dernier temps de l'intervention, probablement que là aussi, les choses devraient pouvoir s'améliorer. Quoi qu'il en soit, face à la chirurgie ouverte, on peut aujourd'hui décemment proposer la chirurgie robotique. Elle ne fait pas moins bien que ce que fait la chirurgie ouverte. Ici, il y a quelques films de films de chirurgie, mais c'est peut-être un petit peu compliqué à visualiser. Monsieur le directeur, je ne sais pas si vous arrivez, voilà. Donc là, on est dans le ventre du patient, on a fait déjà la cystectomie, et on va créer ce qu'on appelle le briquaire, c'est-à-dire qu'on va réimplanter les uretères dans une anse grêle qui vont sortir à la peau. Donc là, c'est une dérivation externe, c'est la poche. Donc voilà, on manipule le grêle avec les instruments. Alors j'utilise toujours 3 instruments pour être le plus ergonomique possible et toujours pouvoir reproduire un peu les mêmes choses. C'est un travail qui est un peu long, c'est un travail d'équipe, vous l'avez noté. Équipe avec le chirurgien et équipe avec les aides opératoires que je remercie pour leur patience et pour leur dévotion, parce qu'il faut effectivement de bonnes aides pour réaliser ce type de chirurgie. Donc là, on a coupé l'anse. Ensuite, on va rétablir la continuité digestive, toujours avec le même type de pince automatique, là, ça a shunté. Mais bon. Et ensuite, alors voilà, peut-être qu'on va voir le rétablissement de continuité, mais bon, c'est pour vous dire qu'en fait, on utilise des instruments équivalents à la chirurgie traditionnelle. C'est un peu peut-être un peu plus compliqué de manipuler les espaces, mais voilà, là, ça saute. Là, on a rétabli la continuité, et là, on va terminer, on va enlever le bout de l'intestin grêle, et en fait, on a rétabli la continuité de l'intestin grêle ici. Voilà. Vous pouvez passer peut-être à la diapo suivante. Ouais, vous pouvez passer l'autre vidéo. Sinon, on peut passer ça marche? Non, alors là, c'est... En fait, ça ressemble à la même. Non, mais je pense que là, c'est... Voilà, là, il y a l'urtère, il y a le grêle ici, l'anse qui a été prélevé. Et on va probablement... Là, on voit que ça a été rétabli. On a fermé l'intestin grêle. Le rétablissement en continuité a été fait. Et là, on a ouvert l'anse qu'on appelle le briquaire, du nom du chirurgien qui a fait ça en 1950. Donc, vous voyez, plus c'est ancien, plus ça marche. Et et plus c'est simple et plus c'est efficace, la preuve. Voilà, donc on ouvre l'intestin et puis on va rétablir, on va brancher dans cet intestin, on va brancher l'uretère qui est ici, qu'on voit derrière, qu'on peut deviner derrière les instruments. Voilà. Tout ça, bien entendu, sans ouvrir le patient. Alors, les fils sont très fins, ce sont des fils, c'est du 5-0. Donc, toujours pareil, il faut manipuler ça avec précaution, sinon ça se casse. La gestion ergonomique, oui, il faut, c'est comme tout, c'est comme le vélo, plus vous en faites et moins ça vous fatigue. Mais c'est quand même une aventure, parce que il y a 3 temps.
Il y a l'exentération, c'est-à-dire l'ablation de la vessie et de la prostate. Voilà, vous voyez, là, on a anastomosé l'urtère, un urtère ici à l'intestin. Il y a une berge, on a anastomosé une berge et on va anastomoser l'autre berge et on va descendre après dans ces voies urinaires, on va descendre des sondes double J pour diriger la cicatrisation. Alors les plus téméraires peut-être ne mettront pas de sonde, c'est un petit peu aujourd'hui certaines équipes tentent de le faire, mais pour le moment on reste classique et on met toujours des sondes double J qui sont quand même mieux tolérées là dans ces urtères que lorsqu'on fait une urétéroscopie. Voilà. Je plaisante, mais en urologie, on a la chance d'avoir effectivement des sondes qui nous sont d'un grand secours. Diapositive suivante, je pense que c'est un peu la même chose, mais c'est l'entérocystoplastie. Alors là, c'est un peu noir. Alors là, ouais, vous pouvez passer là juste un focus sur cette pince qu'on utilise de temps en temps. C'est un vessel sealer. C'est une pince qui permet de coaguler et de couper en même temps. Donc, on peut l'utiliser parfois. Et ça, c'est le chirurgien qui la manipule. C'est pas mal, c'est bien. On peut mettre des clips aussi quand on fait les mésos, quand on écoute tout ça. Enfin bref, tout ça, c'est question d'habitude et de technique. Le but étant, de toutes les manières, d'avoir une chirurgie qui soit la plus soft possible. Donc là, on va passer parce que c'est un peu long. On va prélever, en fait, là, c'est pour faire l'entérocystoplastie, on va prélever une anse pour faire la néovessie, une anse qui est un peu plus grande que le briquaire. Et alors, pour les gens intéressés, et je pense que le plus simple, c'est de venir au blog voir quand on fait ça. Voilà, c'est très bien, non? Pas de doute. Alors là, alors oui, Jean, je disais, le plus simple, c'est de venir au bloc pour ceux qui sont intéressés parce qu'ils ont la tête entre guillemets, dans le ventre. On peut les mettre derrière la console. Pour ça, ils verront plus simple et c'est bien plus simple de voir les choses. Là, c'est juste… par où je clique où? Avec quoi? Mais j'ai pas de… Ça marche, c'est vous qui devez cliquer. Voilà, là, c'est juste pour vous montrer voilà, ce patient. Non, le normal. Hein. Ouais, d'accord. Ah, si je bouge. Bien entendu, les droits de. Regardez. Il est tout à fait d'accord. Hein. Donc, vous voyez ce patient, là, voilà. Vous avez vu ça? Là, C'est nickel, ce Gutiérrez. il a 76 Parfait. ans. Donc, on vous a donné un thé ce matin? Oui, mais Bon. j'ai horreur d'été. Ouais, bon, on vous donnera un Non, café la 67 prochaine ans. fois. Voilà, il a 66 ans et c'est le lendemain de la cystectomie. Hein, vous voyez, donc il était peu algique. Vous voyez ce qu'il a fait. Hein, moi, je n'ai pas demandé, il m'a dit, vous voyez, spontanément. Donc, c'est pour ça que je l'ai retenu. Il s'abaissait, il n'avait pas de douleur. Et ça c'est vraiment quelque chose en post-opératoire. Même si à long terme, les résultats sont équivalents, en post-opératoire, le gain de cette approche robotique est quand même notable. Cependant, même quand on fait de la chirurgie ouverte, le patient peut être debout le lendemain et vous avez à côté un autre patient à qui j'ai fait un briquaire par voie ouverte et qui était debout. Et là aussi, c'est l'ensemble du chaînage, c'est-à-dire la préparation du patient. Alors lui, il avait une préparation un peu particulière parce qu'il avait une maladie qui était quand même évolutive, mais c'est l'anesthésiste et c'est effectivement la chirurgie. Et tout ça fait que voilà, le patient, le lendemain, il est debout et marche. Donc, on arrive aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous dis que si on fait bien la chirurgie ouverte, il faut rester à faire la chirurgie ouverte. Il ne faut pas forcer les gens à passer à la robotique. Simplement, aujourd'hui, on a montré qu'on faisait aussi bien en robotique qu'en chirurgie ouverte. Et enfin, en conclusion, je ne sais pas où est là, pardon. En conclusion, voilà, l'évolution de la robotique, comme pour les autres approches, prostate et rein, paraît inéluctable. Mais bien entendu, la voie ouverte garde toute sa place. Les résultats oncologiques, comme je l'ai dit, étaient équivalents à la chirurgie ouverte et le bénéfice et l'évolution dans les résultats viendra probablement du traitement médical et notamment de l'immunothérapie qui, depuis 2016, donc, a fait son entrée dans le cancer de vessie et ils ont eu les premières AMM pour les traitements. La morbidité immédiate, effectivement, après chirurgie robotique de bas grade paraît plus importante que par la voie open, mais les complications graves existent aussi en chirurgie robotique. Attention, et quand elles existent, elles sont aussi graves à gérer. L'intérêt, c'est qu'il y a moins de transfusions et que la durée de séjour de ces patients est dramatiquement diminuée. L'intérêt surtout, c'est de vous avoir montré aujourd'hui la possibilité d'optimiser la prise en charge de ces patients avec cette démarche. Alors, la démarche que j'ai, elle est initiée dans d'autres centres. Je pense que les gens font aujourd'hui et tentent, et dans tous les autres centres, on tend aussi à optimiser les choses. C'est un travail d'équipe, comme je vous ai dit.
l'anesthésiste, le médecin anesthésiste, l'IDE, qui va préparer ses patients, l'aide opératoire et le patient lui-même qui participe à cette chirurgie. L'intérêt et le bénéfice surtout de l'approche robotique, c'est de pouvoir reconstruire en intracorporel une néovessie de manière orthotopique, c'est-à-dire en lieu et place de la vessie enlevée. Et bien entendu, il ne faut pas perdre à l'esprit que le but des choses, c'est les bénéfices pour le patient. Voilà, merci. Vous en avez des questions? Je ne sais pas. Paul-Henri Deslarches, les deux dernières. Tout en bas. Tout en bas. Y a-t-il une grosse avancée du matériel en ce qui concerne les robots? Une grosse avancée, alors oui. Alors l'avancée maintenant, ça va être dans la digitalisation, dans l'incrémentation de l'intelligence artificielle dans les robots. Ça, c'est une évolution qui va se faire là dans les années qui viennent. Avancée du matériel, où il y a d'autres. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt avec Intuitive, qui est le robot que l'on a à l'Institut. On a un robot de dernière génération depuis 2018, c'est ça? 2018. Mais ils ont une telle avance sur la technologie qu'aujourd'hui, même s'il y a d'autres boîtes qui montent des robots, ça reste compliqué, c'est pas simple et c'est pas forcément moins cher. Comme je vous ai dit, on a essayé, nous, d'optimiser les choses pour travailler à un coût tout à fait raisonnable, et Intuitive a aussi modifié sa politique en allongeant la durée de vie des instruments. Vous savez que les instruments avaient des durées de vie limitées, et aujourd'hui, ils les ont allongées, ce qui fait que ça diminue le coût par procédure. Et ils ont, sur le plan commercial, ils ont aussi modifié leur approche, ils sont un petit peu moins agressifs et ils permettent des locations, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir une accessibilité à la plateforme de manière facile, en sachant qu'aujourd'hui, en France, il y a 250 machines qui ont été installées par Intuitive. Il y a d'autres sociétés qui essayent d'implanter des robots, mais ça reste de manière anecdotique. Le marché est totalement verrouillé pour le moment par la société Intuitive. Est-ce qu'il y a d'autres? Paul-Henri Guivarch, oui. Préparation du patient, rôle des IDE pour les pratiques avancées, oui. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les centres. C'est l'infirmière d'hyperpréparation. On le fait, je parle au nom de l'équipe, même si on ne le fait peut-être pas tous, mais en tout cas, la tendance est initiée. C'est notre référente urologie, Anne Rulfi, qui prépare les patients. Alors là, moi, j'ai développé une consultation le lundi après-midi où elle voit les patients avant les interventions pour leur expliquer la manipulation des sondes, pour les prostates par exemple, pour la manipulation des sondes, leur expliquer comment gérer la poche en post-opératoire, quelles vont être les suites potentielles quand on leur enlève la sonde. Pour les vénéovessies, c'est la même chose, la gestion du sac, de la poche, tout ça, c'est tout simple, c'est de la mécanique, c'est de la plomberie entre guillemets, mais quand le patient n'est pas informé, il découvre un monde qu'il ignore totalement, et ça peut le bouleverser. C'est un peu compliqué à gérer parce qu'on change manifestement les choses. Quand vous faites une néovessie ou que vous faites une dérivation urinaire, il faut que le patient soit totalement adhérent à cette pratique, parce que la gestion du briquaire, ça nous paraît simple, ça paraît facile, mais non, c'est compliqué psychologiquement et physiquement, c'est pas toujours tout simple. L'entérocystoplastie, même si on respecte le schéma corporel, il faut savoir que les patients, plus ils sont jeunes, plus c'est plus facile à gérer corticalement, mais il faut compter quand même de 6 mois à 1 an pour pouvoir, 6 mois minimum pour pouvoir récupérer une fonctionnalité, en tout cas diurne, de la continence. La nuit, les patients resteront souvent avec des fuites. Il faut les éduquer, il faut leur apprendre, il faut leur expliquer qu'ils aillent uriner toutes les 4 heures. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, cette préparation et où en dehors, on n'est pas là. C'est l'infirmière. Nous, alors bien entendu, on a discuté avec elle au préalable, donc elle connaît nos habitudes. Et c'est elle qui va appréhender les choses et qui va discuter avec les patients. Les patients sont peut-être plus à même de discuter ou de poser des questions. Donc, ils touchent le matériel, ils approchent un peu les choses de plus près. Et ça leur permet d'entrer peut-être plus facilement dans le post-opératoire. Qu'y a-t-il? Pourquoi les briquaires se trouvent-ils toujours à droite?
Par fainéantise, non, parce que, en fait, alors, c'est pas toujours à droite, ça peut être à gauche, question, mais effectivement, c'est une raison anatomique, parce qu'on va prendre, alors historiquement, ça s'était fait à droite, parce qu'on prenait en fait, on prenait la dernière, on allait prendre la dernière anse grêle. En fait, on prenait la dernière anse grêle, on enlevait, anatomiquement, il y a le grêle qui se jette dans le cécum, et donc on va prendre en fait pas la dernière anse complètement, mais l'anse à plus de 10 cm de la dernière anse, et on va prendre un petit bout d'intestin. Et effectivement, c'est pour des raisons anatomiques. Et, voilà, et aussi pour le péristaltisme, puisque l'intestin va se contracter dans ce sens-là. Et voilà, bien sûr, attendez, quand on prend le briquet, il ne faut pas inverser pour avoir le problème de péristaltisme. Mais effectivement, c'est essentiellement une question anatomique. Mais parfois, pour des raisons là aussi anatomiques, pour des patients qui ont eu d'autres choses, on peut être amené à faire un briquaire à gauche. Parfois même, on fait là, je vous ai montré, alors c'est vrai qu'on a tendance à faire des briquaires plutôt courts, c'est-à-dire qu'on va croiser l'urtère gauche sous ce qu'on appelle le méso-sigmoïde, et puis on va le rapprocher de l'urtère droit, on va l'anastomoser, puis on va brancher les deux urtères dans cette anse grêle. Mais parfois, anatomiquement, on ne peut pas bouger l'urtère gauche, donc on va faire des briquaires longs. Donc on va prendre une anse plus longue. Donc voilà. Mais effectivement, de manière traditionnelle, pour des raisons à la fois anatomiques et des questions physiologiques, on va brancher notre briquaire à droite. Je pense sortie de cystectomie en moins d'une semaine. Oui, c'est vrai, c'est la réalité. Enfin, je ne mens pas, non. Ce n'est pas pour tous les patients, mais pour les patients bien préparés et les jeunes, oui, c'est le vécu, en tout cas, des patients à l'IAT. Voilà, alors nous remercions évidemment nos deux intervenants pour ces exposés très, très complets et très intéressants. Nous vous donnons rendez-vous à l'occasion d'une prochaine session qu'on espère très, très proche. Si vous souhaitez suivre les informations et surtout être sollicité lors des prochaines sessions, n'hésitez pas donc à consulter la page dédiée à la Société médicale présente sur le site internet de l'IAT dans la rubrique promotion de la santé. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter société.médicale@tsank.com. On vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Bonsoir.